On repart avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Bonjour Stéphane. Par quel bout tu veux prendre ça ? Sur l'élection de Macron, qu'est-ce que tu remarques ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Sur quoi est-ce que tu veux insister ? Ce que je remarque qu'on savait déjà, c'est que le vote contestataire, populiste, appelons-le comme on veut, il a progressé indéniablement. Sur le premier et deuxième tour, donc il a progressé. Donc on a pu le noter hier, le pourcentage des votes en faveur de Macron par rapport aux inscrits n'est que de 38,5. Alors ça, c'est en fonction des derniers chiffres que j'ai eu ce matin. C'est ça. Donc c'est relativement faible. C'est pas le plus faible, contrairement à ce qu'a raconté Mélenchon hier. Tu sais quel est le plus faible ? C'est Pompidou. Pompidou. Alors je le disais il y a 5 minutes avec Véronique. C'est Pompidou. Quand tu vois ce que donne le quinquennat, malheureusement, de Pompidou, que c'est quand même ce qui permet à la France de tenir debout. C'est Pompidou-Mesmer, exact. Pourquoi pas un président mal élu, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est... Et d'ailleurs, Mélenchon a... C'est post-mai 68 qui peut un peu s'assimiler aux Gilets jaunes. Mélenchon, personne ne lui répond, en fait. Mais Mélenchon, il bénéficie d'une complaisance médiatique assez forte sur ce domaine et sur plein d'autres. Hier, il a fait 15,8%, enfin pas hier, il y a 2 semaines, il a fait 15,8% des inscrits. Pour quelqu'un qui se représente, qui s'assimile, du bloc de gauche, fondamentalement, c'est très faible. Du bloc populaire, c'est très faible. C'est très faible, 15,8%. Donc c'est ça qu'il faut lui répondre. Pourquoi ils sont tous là comme des couilles molles, si je puis m'exprimer ainsi, face à Mélenchon ? C'est un type qu'il faut combattre. C'est un marxiste, c'est un trotskiste, Mélenchon. Il faut le combattre sur le fond, mais si. Moi, je crois que c'est un cynique. Oui, il est un peu cynique aussi. C'est-à-dire que nous, on est vieux, on l'a connu avant, Mélenchon, tu vois. C'est un peu ça, mais justement, vis-à-vis des jeunes, il faudrait quand même lui répondre, plutôt que d'aller courir après lui, parce que... Bon, c'est un sujet... Non, mais quand je vois Macron... Entre deux tours, amender tellement son projet sur les retraites que je ne sais même plus à quoi il va. Comment ça, amender son projet sur les retraites ? Franchement, tu sais quel projet de retraite on va voir ? Vas-y, dis-moi, j'aimerais bien savoir. Tu vas voir, c'est assez simple. Alors, ce qui me permet de dire d'ailleurs qu'on a fait une formidable émission la semaine dernière, où... Alors, on a pris le pari de ne parler que du projet de Macron. Donc, 1 heure sur les retraites, donc tu vas aller écouter ça et tu vas apprendre plein de trucs. T'apprendras... J'ai l'habitude, les réformes des retraites, ça fait 30 ans que je suis ça. Mais celle-là est assez basique. 4 mois par an. Non, mais alors, chaque année, d'augmentation de la durée du travail. Mais moi qui ai 57 ans, alors faut voir quand est-ce qu'elle rentrera. Toi, tu es pas intéressé à ce que c'est à la retraite. Mais donc, faut voir quand est-ce qu'elle rentrera exactement en vigueur. Mais pour moi, attends, je vais jusqu'au bout quand même. C'est 1 an et 8 mois de travail en plus. C'est pas anecdotique. C'est pas ça qui va se passer, Stéphane. Mais bien sûr que si. Et il va y avoir des manifestations. 44%, autre chiffre très important. 44% des sympathisants de la CFDT, des gens qui se disent proches de la CFDT, ont voté Emmanuel Macron au premier tour. Au premier tour. Sondage Liaison sociale Louis Harris. Donc ça veut dire que même la CFDT, elle est quelque part, ça va être un peu compliqué pour elle d'aller négocier en frontal comme elle a pu le faire il y a 4 ans. Moi, je pense que c'est pas ce que tu viens de dire qui sera en place, parce qu'il va y avoir des manifestations qui vont être organisées par la gauche radicale entre les 2 tours, et je pense qu'il va y avoir un projet beaucoup plus édulcoré et beaucoup moins attractif ou simple, tel que tu viens de le tant mieux, mentionner. Oui, mais enfin bon. Tiens, voilà, on voit le tableau là. Je voudrais juste rappeler quand même qu'il y avait un projet qui... Alors, dans son esprit, était assez simple, dans son esprit, pas dans sa réalisation. En 2019, et ce truc a complètement capoté, après des mois de négociations, des manifestations quasi permanentes. C'est la France, voilà. Et c'est la France avec quand même un président quand même qui a perdu un peu quand même par rapport à 2017, parce qu'il fait quand même 38,5% des inscrits, il faisait 43,5%, donc il a perdu 5 points. Son procès en légitimité a déjà commencé. Non, mais si, pas par Mélenchon hier. Oui, mais là tu fais la même chose que les gars qui sont à la télé et qui écoutent Mélenchon sans lui dire mais taisez-vous. Non, mais je t'ai répondu tout à l'heure sur le fond, mais ça n'empêchera pas les gens de le dire. Et donc, du point de vue de la vague médiatique, du discours médiatique, des réseaux sociaux, ça aura une force, si tu veux, pour alimenter un discours de protestation et même alimenter des manifestations, souvent violentes. Rappelle-toi quand même, sur la réforme de 2019, c'était juste après la crise des Gilets jaunes. Non, mais encore une fois, on en a parlé pendant 1 heure la semaine dernière. Donc, non, mais on en a parlé pendant des quantités de trucs. Ça te donne raison en ce que...
Et ça aussi, je dois dire, je n'avais pas cette perception-là. Mais vraiment, c'était les 3 spécialistes qui étaient là, étaient catégoriques. Les spécialistes. La réforme, mais si, ils savent de quoi ils parlent. La réforme par points, en fait, elle était passée. C'est la borne d'âge d'Édouard Philippe qui fait tout capoter, parce que la CFDT se sent trahie. Parce que dans sa campagne, c'est ça la grande différence. Dans sa campagne de 2017, Macron ne parle pas et même au contraire d'ailleurs, il n'est pas question de reculer l'âge de départ. Tout à coup, boum, il te colle une borne d'âge à 64 ans. Là, les choses sont claires. Et encore une fois, 44% de ceux qui se disent proches de la CFDT, ce qui représente évidemment beaucoup plus que les adhérents, votent Macron au premier tour. Le premier tour, il a déjà dit 65 ans. Et ça ne les empêchera pas d'aller manifester contre la réforme. Si c'était aussi simple que ça, de toute façon, dans les rues, au maximum, tu as 1 million de personnes. Donc de toute façon, ça ne représentera pas les pourcentages que tu viens de mentionner. Je rappelle qu'il y a quand même pratiquement 49 millions d'inscrits. Donc c'est pas le sujet, si tu veux. Moi, si tu veux, ça fait une trentaine d'années que je suis les trucs. À chaque fois qu'il y a des réformes ambitieuses, je me rappelle en particulier de 95, ça ne marche pas quand des forces sociales puissamment structurées sont suffisamment là pour empêcher. Voilà. Et son procès en légitimité... Alors, non, mais son procès en légitimité, moi, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec ça. Je viens de parler de Pompidou, donc il n'y a pas de... Mais son procès en légitimité a déjà commencé. On sait que les deuxièmes mandats se passe pas très bien, y compris De Gaulle, d'ailleurs, soit dit en passant, le plus grand d'entre tous. Donc, il y a quand même une certaine... Alors là, je ne vais pas rentrer dans la théorie. Usure du pouvoir, tu dis ? Usure, fatigue démocratique, enfin, appelons-le comme on veut. Il y a des enjeux, alors là, extérieurs et intérieurs extrêmement puissants. Donc tout ça fait quand même qu'au total, on ressort de tout cela avec l'idée que ce président a de bonnes chances d'être empêché. Voilà, on va dire ça comme ça, empêché. Entravé. Entravé. Alors qu'en 2017-2018, il n'était pas entravé. Enfin, tu vois, Je comprends ce que tu dis. Voilà. Je pense à peu près la même chose que toi. Enfin, c'est la grande crainte. C'est là où on a eu... J'en parlais avec Véronique tout à l'heure. C'est Chirac 2002. Oui. Donc, le roi fainéant. Oui. Toi, tu vois le truc comme ça. Sauf qu'il l'était déjà durant son premier mandat. Mais enfin, bon, tu veux dire Chirac ? Oui, Chirac, bien sûr. C'est un homme sans conviction réelle. Enfin, à part quelques... Tu sais qu'on raconte qu'il est... je vous dis ça comme ça, parce que j'ai lu ça à plusieurs reprises, traumatisé par la mort de Malik Oussekine, en fait, en 86. Et que dès que, et notamment le fameux contrat première embauche, alors pardon, certains d'entre vous, je l'espère d'ailleurs, ça veut dire qu'on a un peu de jeunes qui nous écoutent, n'étaient pas nés, mais ce contrat première embauche qui était une arme assez efficace contre le chômage des jeunes, qui a suscité des protestations très importante, il a reculé dès qu'il y a eu un risque un peu de véritables incidents dans la rue. Voilà. C'est des explications ex post. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Macron avec les Gilets jaunes a vécu la même chose. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais tu vois. Et donc il peut avoir le même traumatisme. Mais je t'ai parlé de la réforme des retraites, mais on l'a vu reculer alors sur d'autres phénomènes extra-économiques comme la femme voilée, etc. Enfin, dans le discours, tu vois, on voit bien. Bah si, il a reconnu une femme. Il a dit, t'as pas vu dans un de ses déplacements, il a dit finalement une femme voilée, c'est une certaine forme de féminisme, etc. Donc il a été à la pêche aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc, voilà. Enfin, oui, mais lui, il a jamais. Enfin, c'est Marine Le Pen qui a fait un recul, qui a fait un virage à 360 sur le voile. Elle aussi, mais les deux. Mais le recul de l'un par rapport à l'autre n'excuse pas le recul de l'autre. Donc, de toute façon, si tu veux, moi, je sens que Emmanuel Macron, sur le plan de la colonne vertébrale, moi, j'aurais pas vu De Gaulle en 65, si tu veux, reculer sur des questions clés pour lui. Hein. Voilà. D'ailleurs, il continue à dire je vais pratiquer la même politique. Et alors que lui, il n'arrête pas de nous dire je vous ai compris, je vous ai compris. Je suis conscient qu'il y a plein de gens qui ont voté pour moi. Ça, c'est pas du tout la philosophie gaulliste. Voilà. Donc je crains qu'il s'empêche lui-même, d'une certaine manière, pour son deuxième mandat. Je crains. Voilà. Donc, qui se chiraquise pour... ça te plaît, le ministère de la planification écologique ? Voilà un recul. Le ministère de la planification écologique territoriale. Bien sûr. C'est Montebourg, là. Voilà. Tu vois, un recul additionnel. Donc, voilà. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, si effectivement il n'y a pas... Parce que la conclusion, enfin, le truc le plus important, finalement, de cette émission qu'on a fait sur les retraites la semaine dernière, c'était de dire, en fait, c'est la seule vraie marge de manœuvre sur la dépense publique. Oui. Elle peut être massive, c'est-à-dire que c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Bien sûr. Et
globalement, c'est le seul moyen que tu vois à peu près efficace de récupérer du pognon. Donc ça veut dire que dans ton esprit, toi, il n'y a pas de réforme des retraites, tu récupères pas de pognon, Non. Tu continues à subventionner les ménages face à l'inflation. Je ne demande qu'à me tromper, mais franchement, je ne pense pas. Parce que les élections législatives sont compliquées, objectivement, aujourd'hui. Voilà. Il est un peu tout seul. Il a complètement éliminé son centre-gauche et son centre-droit, qui représente pratiquement plus rien. Enfin, je veux dire, si tu additionnes Hidalgo et Pécresse, tu es à 6%. Donc, il est face à un bloc extrême. Tu es à 6% dans des conditions de vote utiles très particulières. Je suis d'accord. Je ne crois pas que LR soit à 4,5. Non, je pense qu'ils seront supérieurs. Enfin, ils ne vont pas représenter énormément. Non. Donc, en fait, et puis, de toute façon, il va y avoir plein de rallies. Enfin, j'imagine pas mal de ralliements additionnels. Et du centre-gauche, du Parti Socialiste également. Donc en fait, il va se retrouver... Et donc c'est pas du tout évident avec le mode de scrutin législatif. Donc il y a un vrai risque. Donc ce que je pense, c'est que durant l'entre-deux élections, il va poursuivre ce qu'il a dit pendant l'entre-deux tours, c'est-à-dire des discours conciliants, lénifiants, voilà. Des trucs usuels de la politique française, qui d'ailleurs ne sont pas limités à Chirac. Alors ça veut dire qu'il continue à cramer la caisse, pour reprendre l'expression. Tant que les taux d'intérêt... Alors là, on va peut-être revenir là-dessus, éternellement là-dessus. Rentrons un peu dans le dur, là. Oui, mais les taux d'intérêt réels restent négatifs, voilà. Et donc, fondamentalement, il n'y a pas de sujet de soutenabilité de la dette française, en l'état actuel des choses. Voilà. Je lisais, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors je ne sais pas si tu as regardé, si tu as fait l'étude de près. Seuil d'alerte, en gros, à 2,5% pour la dette française. On en est loin aujourd'hui. Oui, on en est loin. Seuil d'alerte à 2,5%. Ça, à ce moment-là, c'est pour le 10 ans. Parce oui, pour le 10 ans. La base du 10 ans. Taux moyen apparent, c'est-à-dire qui tient compte des échéances courtes, etc. Tout à fait. Seuil d'alerte, je le mettrai... Alors, je me rappelle d'avoir fait l'étude, mais il y a plusieurs années. Donc, c'était un peu plus pour moi. C'est un peu plus que 2,5. Mais enfin, admettons. Mais de toute façon, je crains fort qu'on n'y aille pas, quoi, si tu veux. Et de toute façon... Non, mais tu crains pas, toi. C'est ce que tu souhaites. Pas ce que je souhaite, ce que je pense. Voilà, ce que je pense. Que tu souhaites. Non. Enfin, ce que je pense. Ce que je pense n'est pas déterminé par ce que je souhaite. Ça, il faut avoir un bon prévisionniste, si tu veux. Oui. Ça, c'est la première règle. On ne peut pas être dépendant de ses propres choix personnels. Non, c'est ce que je pense, parce que de toute façon, d'une manière générale, on n'a pas le choix. Et en plus, le 2,5 à 3, il faut l'ajuster les chiffres d'inflation, parce qu'il y a quelques années, même l'année dernière, on n'a pas ces niveaux d'inflation. Là-dessus aussi, il y a un sujet qui m'intéresse. Et alors là, c'est pour un sujet de théorie économique que tu maîtrises à la perfection. On parle en l'occurrence d'inflation importée. Cette idée d'une hausse mécanique du PIB corrélée à l'inflation est moins vraie et donc plus problématique quand c'est de l'inflation importée par notamment les coûts de l'énergie. Bien sûr. Et donc ça veut dire que tu ne retrouves pas dans les rentrées sociales et les rentrées fiscales le surcroît d'inflation que tu retrouves dans les prix. Si, parce que si elle se diffuse quand même, néanmoins... Il faut qu'elle se diffuse. Il y a un début, il est très modéré en France. En Europe, on commence à voir un petit peu un début de diffusion. Ce n'est pas uniquement les prix de l'énergie et les prix de l'alimentaire, parce que c'est ça qui augmente le plus, qui augmente. Il y a l'inflation sous-jacente progresse. Voilà, donc tu vas retrouver sur les prix domestiques, de toute façon, après... pour reprendre tout à fait ton exemple, sur les recettes fiscales sont assises quand même sur la valeur ajoutée nominale française. La valeur ajoutée produite. Non, mais quand tu vas à ta station d'essence, alors là, maintenant, il y a des chèques, il y a des subventions, etc. Mais à la station d'essence, tu payes bien une fiscalité énergétique qui augmente de façon proportionnelle, à peu près proportionnelle à la hausse du prix. C'est vrai pour l'énergie. Mais si tu veux compenser intégralement, espérer que ton PIB va croître au rythme de l'inflation, ça veut dire qu'il faut que les entreprises arrivent, elles, à passer justement, à créer la valeur ajoutée, et donc à passer les hausses qui sont aujourd'hui nécessaires pour suivre ce rythme. S'il y a un processus de diffusion, quel qu'il soit, de toute façon, on va le retrouver au niveau du PIB nominal. Donc du PIB. Alors l'inflation, à combien elle va être ? C'est la vraie question. Si ça se réduit à la suite du choc d'Ukraine, à la suite du choc des goulets d'étranglement en Asie, etc., on va revenir... pas sur les niveaux d'avant, on va revenir à des niveaux supérieurs, 2,5, 3, 3,5, entre 2,5 et 3,5, admettons, si la croissance tient. Ce qui nous va bien, ça. Ce qui nous va très très bien. Et les taux longs, ils vont diminuer. Donc de toute façon, ce qui compte, c'est le taux réel. Parce que n'oublie jamais que dans le taux nominal, tu as une partie d'anticipation d'inflation, de taux directeur futur, etc. Mais à la fin du match, moi ce que je dis depuis des années, c'est que le taux d'intérêt réel restera négatif.
Alors après, le taux d'intérêt réel, on le rappelle, hein, le nominal, c'est celui qui est écrit, le réel, c'est celui qui prend en compte l'inflation. L'inflation ou les anticipations d'inflation, exactement. Et donc, fondamentalement, si tu as moins d'inflation, le taux nominal sera moins élevé. Donc ça ne dérange pas trop, si tu veux. Et donc à ce moment-là, tu as moins de problèmes de dette quand même. Tu n'as même pas de problème de dette. Jusqu'à un certain point. Parce que, évidemment, si la croissance réelle continue de diminuer, ce qui est la question, et que le taux réel ne baisse plus, à un moment donné, ça risque de se croiser, quoi, tu vois. Si on a une croissance réelle qui tend vers les zéros, on va avoir aussi quand même des problèmes, si tu veux. Voilà. Oui. Et si on fait aucune réforme du fait de effectivement, on n'en est pas là, mais effectivement, c'est une vraie question. On en reparlera dans quelques années. La prochaine élection. La prochaine élection, il y aura pas. Non, parce que si on continue à cramer la caisse comme ça, à dépenser, encore une fois, des dizaines de milliards, des dizaines de milliards en bouclier énergétique. Non, tu sais, Berlusconi 2011. La petite lettre de Trichet. Faites votre réforme des retraites, sinon. Et ça servait à quoi? Il est parti. À le foutre dehors, lui. Oui. Et à mettre en difficulté l'Italie jusqu'aux années récentes. Jusqu'aux années où on a lâché la grappe. C'est là où Mario Monti débarque, c'est ça, hein, je me trompe pas. Monti, avant. Monti en Italie, oui, mais et Draghi viendra après. Oui, parce qu'entre-temps, tu as Salvini en 2018 et tu as de nouvelles tensions. Et en fait, à Mario Draghi, aujourd'hui, on lui dit, mais fais ce que tu veux à peu près. Hein. Oui, à lui, oui. Parce qu'il fait des réformes. Si Macron n'en fait aucune, et s'il continue à dépenser sans compter. Mais il a d'autres atouts en Europe. Parce qu'en fait, tu vois, là où Marine Le Pen a été mauvaise dans le débat sur la forme et sur le fond, sur la forme, elle voulait surtout pas créer d'excès comme. Mais refaisons pas le débat. Ne refaisons pas le débat, d'accord. Okay. Mais là où elle a eu tort, c'est pas de dire qu'aujourd'hui il y a une victoire du souverainisme. Enfin, du souverainisme sanitaire, du souverainisme énergétique, du souverainisme technologique et du souverainisme alimentaire. Voilà. Quand on est dans une économie aussi tendue avec des pandémies, avec des guerres, avec une guerre qui risque de durer sur le territoire européen, de la part de la troisième... Mais quand tu dis souverainisme, c'est souverainisme à l'échelle européenne. Alors, pas à l'échelle nationale, c'est pas possible. Alors, voilà le bon débat. Alors là, elle est restée, tu vois, elle est restée sur son souverainisme français, et là, c'est là où elle a eu tort, si tu veux. Mais l'idée de souveraineté, qui n'était pas une idée partagée par Macron en 2017. Macron, il était sur toujours les mêmes idées. Il faut ouvrir le marché unique, la libéralisation des échanges, le ruissellement, enfin tous les trucs usuels que le centre gauche et le centre droit partage depuis des décennies. Le marché unique, la concurrence, etc. Oui. L'activité, la liberté, l'égalité des chances, tout ça. L'égalité des chances, ça va avec. Oui, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup progressé en matière d'égalité des chances. Sur le plan des réseaux. Quand tu as 1 million de contrats d'apprentissage, quand tu promets une réforme du lycée professionnel, quand tu as une baisse du chômage à 7%, moi je crois que tu as un peu progressé. Quand tu dédoubles les classes, parce que ça, c'est tout un tas de trucs dont tout le monde se fout alors que c'est fondamental. Quand tu dédoubles les classes, les petites classes dans les zones difficiles. Oui, mais les réseaux restent, et il le reconnaît dans son interview du Point. Ah bah oui, mais d'accord, mais il y a des choses à faire là-dessus, sur les grandes écoles. C'est des hommes de bonne volonté. Je suis d'accord. Mais bon, voilà, il y a aussi des choses à faire dans ce domaine. Non, mais laissons de côté l'égalité des chances, c'était pas... c'était juste pour dire... Mais sur le souverainisme et une certaine forme d'étatisme ou d'interventionnisme public dans la régulation européenne, là, indéniablement, sur les dernières années, l'idée que l'Europe se limite au marché unique, ça marche plus. Et on voit bien que ça a conduit à un échec total, la preuve. Donc, repenser l'ensemble européen et le fonctionnement européen. Bien sûr, on est obligé d'y aller parce qu'on a une guerre sur le continent. Là. Enfin, je veux dire, il se passe un truc quand même assez hallucinant. Je veux dire, la troisième puissance militaire mondiale. On en est conscient. On voit pas l'événement historique. C'est quand même une puissance nucléaire, quand même un membre permanent du Conseil de sécurité avec une guerre quand même contre une autre grande nation de 45 millions d'habitants. Je veux dire, et c'est pas terminé. Voilà. Alors, je suis pas sûr qu'on ait tout à fait pris en compte l'ensemble des implications stratégiques de cela sur la politique publique. À l'arrivée, en conclusion, c'est ça. Prendre en compte. À l'arrivée, en conclusion, les défis à venir sont quand même
massifs. Ils sont plus massifs que la dernière fois, ils sont plus massifs qu'avant la dernière fois, enfin je veux dire... Et donc, comme on le disait, la tentation en fait c'est de... Tu sais, la femme, c'est qui déjà ? Il n'est pas de problème qu'une bonne commission... ça c'était un fonctionnaire Europe. Je crois que c'était un président de la 4ème République. Ouais, il n'est pas de problème qu'une bonne commission ne suffise à enterrer ou... Non, c'était pas un président de la République, c'était Henri Queuille. Henri Queuille, voilà, exactement. Bravo, voilà. Henri Queuille. Voilà. Donc paralysie. Quoi. Président du Conseil. Voilà. Surtout ne rien faire. En France, oui. Et là, c'est là où Macron a raison dans son débat. C'est qu'effectivement, la régulation va être plus européenne parce qu'elle correspond à une plus forte optimalité. Mais c'est une action de souverainisme. Merci Jean-Pierre. Je vous en prie. On continue Bismart.